Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote. Et puis, il nous manquera un quatrième membre que le Covid a empêché de nous rejoindre. Je le dis parce qu'il me semble qu'il faut que tous et chacun nous y fassions attention. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 dont le numéro a pour titre « Comment vivre avec la mort ?» et il est ainsi chapeauté. Au-delà des clivages sociologiques et religieux, les débats actuels autour de la fin de vie traduisent en partie les mutations de notre propre rapport à la mort. Si nos sociétés tendent à la tenir à l'écart de notre quotidien, nos défunts n'en restent pas moins présents dans nos vies et nos esprits. Ce numéro du 1 explore cette tension existentielle pour mieux comprendre comment vivre avec la mort. Le mois d'octobre sera riche de 2 enregistrements publics suivis d'échanges avec les spectateurs. Le premier sera une thématique intitulée « Faut-il désespérer de la politique ?» et il se tiendra à la Fondation Jan Michalski à Montrichet, entre Genève et Lausanne, en Suisse, et il réunira Françoise Fressoz, éditorialiste politique du quotidien Le Monde, David Jayes, essayiste et ancien rapporteur général du Conseil national de la refondation, et Jean-Jacques Roth, chroniqueur au quotidien Le Temps, dont il a longtemps été le directeur. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Fondation Jan Michalski, que vous trouvez en un clic sur votre moteur de recherche préféré, ou sur le lien qui figure dans le supplément en notre lettre d'information qui sera mise en ligne demain. Le second de ces enregistrements publics, une émission d'analyse de l'actualité de la semaine précédente, se tiendra le 15 octobre à 10h30 à l'école alsacienne et vous pouvez vous inscrire directement sur notre site. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium, garanti rédigé sans recours à l'intelligence artificielle et auquel vous pouvez vous abonner gratuitement et vous désabonner si, par extraordinaire, vous ne souhaitiez plus le recevoir. Mais jusqu'à présent, depuis la création de ce compendium, personne ne s'est désabonné, donc je suppose que ça doit correspondre, que ça doit satisfaire ceux qui le reçoivent et le lisent. Vous recevez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Les badas de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, se poursuivent mercredi prochain avec pour invité Hugues Gall, qui fut le directeur du Grand Théâtre de Genève et de l'Opéra national de Paris, et à qui je demanderai de quoi est fait le métier de directeur d'une maison d'opéra. Enfin, selon une tradition, mais importante, je vous rappelle que vos contributions, défiscalisées à hauteur de 66%, sont le nerf de la poursuite de nos conversations. Je vous propose maintenant que nous nous intéressions à la planification écologique et que nous essayons de voir quel est le chemin des possibles. Le président de la République a présenté lundi les grands axes de sa planification pour une écologie souveraine, compétitive et juste, promettant d'annoncer en octobre une reprise du contrôle sur notre prix de l'électricité. Après avoir vanté dimanche soir une écologie à la française, censée répondre à un triple défi, celui du dérèglement climatique et de ses conséquences, celui d'un effondrement de notre biodiversité et celui de la rareté de nos ressources, le chef de l'État a peaufiné sa vision au terme d'une réunion ministérielle à l'Élysée, une doctrine où toute idée de contrainte ou de changements sociétaux est repoussée. Concocté depuis 14 mois à Matignon par le secrétariat général de la planification écologique, le plan validé lundi comporte une 50aine de leviers visant à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici à 2030, mais aussi à lutter contre l'effondrement de la biodiversité. Beaucoup sont déjà connus, certains déjà activés. Emmanuel Macron a fait quelques annonces nouvelles, comme une enveloppe immédiate de 700 millions d'euros pour bâtir 13 RER métropolitains, soit plus que les 10 chantiers envisagés initialement, précisant que ces projets coûteraient au total 10 milliards d'euros. Concernant la voiture électrique, le président a répété son objectif d'1 million de véhicules produits sur le sol français en 2027. À cette date, le pays devrait être exportateur net de batteries grâce aux 4
gigafactories, en français des usines géantes, créées dans les Hauts-de-France. Je dis en français parce que le président de la République a manifesté un vif intérêt pour Villers-Cotterêts, où, comme chacun sait, le roi François Ier a signé un édit faisant du français la langue de la France. Le leasing permettant l'accès à une voiture électrique pour 100 € par mois sera lancé en novembre et réservé aux véhicules produits en Europe. Dans le logement, les chaudières à gaz ne seront pas interdites, mais on incitera à leur remplacement en développant une filière industrielle de pompes à chaleur, dont on espère tripler la production d'ici la fin du quinquennat. L'idée est d'arriver à un équipement qui soit de 75 à 85% français, contre 50% au mieux aujourd'hui. Sortir du charbon en 2027 et réduire la dépendance aux énergies fossiles de 60 à 40% en 2030 offrirait aux yeux du président l'opportunité pour la France de développer une écologie qui crée de la valeur dans un pays plus souverain. Et dans le même esprit, il entend lancer un grand inventaire des ressources minières pour sécuriser notre accès aux matières premières de la transition énergétique, comme le cobalt, le lithium ou l'hydrogène naturel. Emmanuel Macron a réitéré l'idée de convertir en centrales biomasse les 2 centrales à charbon qui fonctionnent encore sur le territoire. Il a précisé le calendrier à venir, stratégie biodiversité en octobre, plan d'adaptation en décembre notamment. Le plan de cette écologie à la française doit désormais être décliné dans les collectivités locales. Sur cette question, Nicolas Bavrez. La première chose, c'est que la légitimité d'une planification pour l'écologie paraît tout à fait fondée. D'abord parce qu'on l'a vu cet été, il y a une accélération spectaculaire du réchauffement climatique et des désordres, que ce soit en France, en Espagne, en Grèce. Chez nous, ça a été la canicule. Pour d'autres, ce furent les inondations ou les incendies. Et puis, le recours à la planification paraît une bonne idée. Pourquoi ? Quand on regarde l'expérience de la planification à la française conduite par Jean Monnet en 1946, on avait à la fois l'idée de mêler reconstruction et modernisation, d'avoir un certain nombre de priorités, de mobiliser les acteurs économiques et sociaux, et puis à la fois d'investir sur le plan économique, mais de faire évoluer aussi les mentalités. Et finalement, on se dit que ce qu'il faut faire en matière d'écologie est assez proche. Alors, quelle est maintenant la distance entre un peu ce modèle ou ces objectifs et ce qui a été annoncé par le président de la République? Donc, lui a fondé son intervention sur le mariage entre la souveraineté et l'écologie. Et finalement, ce qui vient d'être dit, il l'a décliné de manière sectorielle avec une pluie de micro-mesures. Donc, pour les transports, on l'a rappelé, il y a par exemple le leasing à 100 € par mois pour des véhicules électriques. Pour l'agriculture, la baisse des engrais, la baisse des émissions pour les tracteurs. Pour les bâtiments, les pompes à chaleur, avec l'idée que en 2030, on fabriquera en France 1 million de pompes à chaleur. Pour l'industrie, le fait de se concentrer sur les 50 sites les plus polluants. Pour l'énergie, c'est le nucléaire, avec l'idée de se déconnecter de l'Europe pour le prix de l'électricité. Et puis, pour la biodiversité, c'est la priorité, l'eau, la forêt, planter 1 milliard d'arbres d'ici à 2026. Et en fait, c'est là où ça pêche, c'est que tout ceci fait tout sauf une planification et pas vraiment d'écologie. Donc, on retombe sur les difficultés habituelles, c'est-à-dire l'énorme écart entre les mots et les actes, les ambitions et puis la réalité. D'abord, on a la fatalité du en même temps, c'est-à-dire qu'on veut faire de l'écologie, mais en réalité, derrière, il y a la peur des gilets jaunes et que, par exemple, on met 20 milliards d'euros dans la subvention des carburants en 2023 et qu'on va de nouveau avoir des chèques pour subventionner la consommation de carburant, ce qui est une aberration. Ensuite, c'est vrai que il y a très peu de choses concrètes sur l'offre et l'innovation. Et une fois de plus, en réalité, ce qui pousse derrière, c'est les taxes et les normes. J'en prendrai 2 exemples. C'est très bien d'annoncer, par exemple, qu'on va faire 1 million de véhicules électriques ou 1 million de pompes à chaleur, mais personne ne s'est interrogé sur quelles entreprises, quelles technologies, quelles compétences, où est-ce qu'on installe tout ça et qui va le faire. Il y a aussi une énorme
une énorme impasse sur la partie scientifique. Quand on regarde encore aujourd'hui ce qui est produit par RTE, la machine administrative continue à raisonner sur une baisse de la consommation d'électricité, alors que tout ce qu'on fait va exactement à l'inverse. Et ensuite, la démarche, comme à l'accoutumée, est complètement étatique, centralisée, tout vient du haut. Et par ailleurs, on se déconnecte de l'Europe, ce qui paraît assez étrange et contradictoire avec le reste de la politique étrangère de notre pays. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Ce qui est ahurissant, une fois de plus, c'est qu'on ignore complètement ce que font les autres. Et les autres bougent. Aux États-Unis, l'IRA, c'est extrêmement efficace. Pour le coup, il y a une vraie stratégie qui est on subventionne, on réindustrialise et on stabilise la classe moyenne. En Chine, ils prennent le leadership du marché. 40% des véhicules électriques sont aujourd'hui produits par la Chine et ils entendent faire la même chose. C'est la même chose sur les pompes à chaleur et ils entendent faire la même chose sur le solaire et sur l'éolien. Mais en Chine, avant de faire des véhicules électriques, on s'est préoccupé de produire de l'électricité et d'avoir des infrastructures et des prises. Et puis en Suède ou en Norvège, on fait de l'écologie sociale. Et l'autre manque, c'est qu'il n'y a rien sur les compensations pour les gens les plus modestes. Donc, je crois que ce qui manque finalement, c'est vraiment cette dimension de planification, c'est-à-dire d'avoir une vraie vision à long terme cohérente et qui boucle, et pas un feu d'artifice de mesures ponctuelles, d'avoir une vraie réflexion sur l'offre et comment on la construit, quelles entreprises, quels capitaux, quelles compétences, quelles technologies, et ensuite de réintégrer la dimension des compensations sociales qui sont obligatoires et la dimension démocratique et d'association des citoyens. Donc finalement, dans son meeting à Marseille, entre les deux tours de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron avait dit le second quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Et ben pour l'instant, quand on regarde ce qui se passe, on a tendance à conclure que le second quinquennat n'est pas. Béatrice Gibelin. Alors, d'abord, planification écologique, tout le monde maintenant revient à trouver qu'au fond, c'est une bonne idée, la planification écologique. Il faudrait se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand les écologistes avaient parlé de planification écologique, tout le monde avait hurlé en disant « mais alors c'est un système à la soviétique qui revient, etc. etc. » Donc, il y a une chose qui a avancé, c'est que plus personne ne conteste l'idée qu'on doit fonctionner dans une planification écologique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que aussi, au fond, qui dit planification, ça veut dire que ça doit être pensé sur des temps un peu plus longs que ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, Nicolas vient de dire, bah oui, mais il n'y a pas de vision, c'est un catalogue par secteur, mais on ne sait pas qui va faire quoi, comment, avec quels moyens et où. Sans doute. Mais il y a cette spécificité, je crois, en France, et c'est le titre même de l'émission, qui est la planification écologique, le chemin des possibles. Parce que quand on a essayé de faire des choses, même, j'allais dire, sans grand espoir d'améliorer considérablement, mais simplement la sécurité routière, passer à 80 km/h, parce que c'est les 80 km/h qui sont à l'origine des gilets jaunes. C'est d'abord là-dessus que ça part, et non pas sur le prix de l'essence, ça part sur les 80 km/h, et sur lequel on est revenu dans beaucoup de départements où on est repassé à 90 km/h. Bien. Donc, ça, j'allais dire, c'est un traumatisme, je pense, pour une partie du gouvernement, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Mais on peut remonter l'époque aussi de Hollande, quand il y avait ces fameux portiques où il fallait qu'on contrôle le passage des gros camions et qu'il a fallu exactement les bonnets rouges avant les gilets jaunes et les bonnets rouges sur un marketing du patronat breton absolument remarquable pour éviter un certain nombre de taxes qui les gênaient beaucoup, en mettant en avant leurs propres salariés non formés, enfin bien, bref, une situation tout à fait, de mon point de vue, scandaleuse. Bon, mais il a fallu faire machine arrière et ça a coûté, là aussi, plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, on voit bien qu'il y a une sensibilité très, 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 très grande. Et donc, on y va en disant, mais rien ne va changer. On va garder exactement le même mode de vie. On va pas vous taxer. Enfin, on se raconte quelque chose qui, de mon point de vue, ne pourra pas être. Mais c'est cette
extrême inquiétude en se disant, si on rebloque, on refait marche arrière de façon beaucoup plus violente. Donc, essayons d'y aller doucement pour une acceptation sociale, car je crois qu'effectivement, une grande partie d'entre nous ne prend pas la mesure des vraies urgences qu'on a. Quand on dit aux gens 1,5 degré, on va monter, ça ne représente rien. Bah oui, on aura un peu plus chaud pendant les vacances. Bon, mais ne prennent pas la mesure des inondations, des incendies, d'une disparition de la biodiversité. Tout ça leur échappe. Et ils restent dans un court-termisme de leur vie quotidienne sans être prêts à changer de mode de vie. Une partie de la jeunesse le fait. On se rend compte quand même de la chute de la consommation de viande chez les jeunes, de façon beaucoup plus rapide qu'on ne l'imaginait. Bon, dans certains milieux, je suis d'accord, mais elle peut donner aussi lieu à modèles et à comportements. Mais vraiment, je crois que seule la catastrophe proche de chez vous fait prendre conscience de la gravité des choses. Pour ma part, on n'y est pas encore. François Bujon de l'Étang. Oui, moi je vais commencer par faire écho à Nicolas en disant qu'en effet, il était temps, je crois, de se pencher sur le problème de la planification écologique et que finalement, tout le monde le réclamait plus ou moins. Il ne réclamait pas forcément une planification, mais il réclame qu'on leur montre la voie, qu'on leur trouve des thèmes mobilisateurs et qu'on indique quelques objectifs atteignables. Il y avait certainement un besoin très fort qui est la conjonction à la fois de la pression climatique, parce que les gens ont chaud, ils voient bien que le climat se réchauffe, du moins cette idée s'est beaucoup répandue. Ils commencent à en mesurer les conséquences possibles. Et en outre, les critiques à l'égard du président de la République se sont beaucoup accumulées au cours de ces dernières années sur le thème de l'immobilisme en matière écologique, que ce soit la NUPES, que ce soit les écologiques. Monsieur Macron en était bien conscient et il a donc décidé de prendre les choses en main. Alors le terme de planification est un terme sur lequel il faut s'interroger parce que c'est pas fort. Il fait peur quelquefois. Vous avez raison, Béatrice, de dire que ça a des connotations soviétiques. On voit tout de suite le Gosplan avec des commissaires du peuple qui sont prêts à vous dresser procès-verbal, à vous interdire ceci, à bannir cela. Alors, ce que je trouve très intéressant dans l'effort de planification énergétique qui est en train de se décider, car nous n'en sommes qu'au début, c'est qu'il y a une approche méthodologique, finalement. Il y a la volonté, en effet, d'avoir quelques instruments de planification, c'est-à-dire de définir des grands objectifs, chiffrés, si possible. Alors, on le fait beaucoup. Les chiffres pleuvent de toutes parts depuis quelque temps. Il y en a qui étaient d'ailleurs plus anciens et qu'on ressort pour l'occasion. L'idée, par exemple, de diminuer notre consommation d'énergie de 10% date de 2022, en réalité, du plan de sobriété énergétique adopté en octobre 2022. Mais il y a d'autres chiffres. La baisse de 55% des émissions de CO2 par rapport à l'instantané de 1990, c'est quelque chose de tangible qui permet effectivement de rassembler. Réduire la dépendance aux énergies fossiles de 60 à 40% en 2030, ça permet de mesurer également l'ampleur de l'effort qui est nécessaire. Alors, planification, c'est très ambitieux, c'est peut-être un peu plus ambitieux que ce qu'il faut faire, parce qu'il faut, c'est définir une espèce de, les Américains disent une roadmap, c'est-à-dire comment dit-on? Un itinéraire. Un itinéraire. Oui, un itinéraire, si vous voulez, une feuille de route, voilà, diraient les militaires, et je crois que c'est exactement de ça qu'il s'agit, une feuille de route avec des objectifs chiffrés qui permettent de mobiliser. Car le terme principal me paraît pas tellement être celui de planification, mais bien celui de mobilisation. C'est le défi pour le président de la République. Il faut qu'il arrive à mobiliser les volontés, les énergies, les industries, la recherche, l'administration. Et pour les mobiliser, il faut bien entendu donner des objectifs, c'est vrai, mais il faut également une certaine méthodologie. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée
très clairement illustré par les propos de ces derniers jours, que on ne va pas faire des menaces, on ne va pas édicter des normes, on ne va pas prendre des mesures punitives, mais on va au contraire mettre l'accent sur des mesures incitatives. Et l'idée, c'est bel et bien d'inciter et de faire de la planification douce. Quand on dit planification à la française, c'est ça que ça veut dire. Vous avez parlé, Nicolas, de Jean Monnet en 1946, c'est la planification souple. Moi, j'apprenais ça à Sciences Po. On m'expliquait que la planification à la française était une planification souple et non pas quelque chose de rigide et d'impératif. Donc, il s'agit finalement de rester fidèle à cette tradition un peu française et en plus de concilier ce que l'on veut faire dans le domaine écologique et toute cette mobilisation dont je parle, avec deux autres préoccupations majeures du gouvernement qui sont d'assurer la souveraineté du pays et de le mettre à l'abri de la dépendance vis-à-vis de l'étranger et de faire un effort de réindustrialisation. Donc je crois qu'il y a un effort de convergence de ces différents efforts dans l'idée de planification écologique et que l'accueil finalement qui a été réservé aux propos du président de la République de lundi dernier est assez mesuré dans l'ensemble. Il est critique dans certains segments de l'opinion, bien entendu, mais il est assez mesuré parce que il y a une espèce de consensus sur cette approche douce et en même temps sur cette volonté de définir un chemin et quelques objectifs atteignables. Nicolas Bavrez. Oui, moi je voulais revenir effectivement là-dessus. D'abord, on explique qu'il n'y a pas de sanction, mais en réalité, on a déjà mis en place des carcans terribles. Quand on regarde la sortie du véhicule thermique, une voiture électrique, ça coûte entre 30 et 40 000 euros pour le modèle de base. Et par ailleurs, comme on l'a dit, si aujourd'hui on les subventionne, ça revient à subventionner la Chine, ce qui est quand même un problème. Les mêmes ménages, on le voit aujourd'hui avec le tarissement complet du marché de la location. On a fermé à la location aujourd'hui les logements qui sont censés être des passoires thermiques, avec d'ailleurs un énorme problème sur d'un secteur complètement non régulé qui fait des diagnostics dans des conditions qui sont souvent plus que douteuses. Mais on n'a pas du tout, en admettant même, donc ça coûte 100 000 euros quand même par logement en moyenne, et par ailleurs, il n'y a pas du tout l'offre qui permettrait de faire ces travaux, sans compter le fait que dans les copropriétés, il vaut mieux faire les travaux par l'extérieur parce que ça évite de supprimer des mètres carrés à l'intérieur, et qu'il faut l'accord des copropriétés qui est parfois compliqué à obtenir. Donc, en réalité, aujourd'hui, on commence à voir la vérité, c'est qu'il y a 7 millions de passoires thermiques sur 32 millions de résidences principales dans ce pays, et qu'on est simplement en train de supprimer le quart du parc de résidences principales et que ça se traduit déjà par une catastrophe sur le marché de la location, et évidemment ça aura des répercussions aussi sur l'immobilier et sur les transports. Vous l'avez dit, c'est la même chose. Aujourd'hui, donc, il y a une espèce de guerre contre l'automobile, mais il n'y a pas de moyen de substitution. Et donc, c'est ça qui est très problématique. Et je le répète, la Chine est par exemple très en avance sur le transport électrique, mais les Chinois, ils ont fait les choses dans l'ordre. Et ils ont fait en sorte d'avoir des véhicules, d'avoir un réseau électrique qui supporte les tirages et par ailleurs l'électricité en quantité suffisante. Et il n'y a pas cette vision aujourd'hui de long terme. Quand on regarde un domaine par excellence qui est celui de la planification, c'est l'électricité. Donc, ça supposerait d'abord de faire la vérité. Et il ne va pas y avoir de diminution de la consommation d'électricité si on veut basculer tout le chauffage, une partie importante des transports sur l'électrique. Et aujourd'hui, donc, on se bat sur le prix de l'électricité, mais on se bat sur le prix d'une électricité dont on ne sait pas comment on va la produire. Donc, je crois qu'il faut absolument revenir. Et ce qui était la démarche, d'une certaine manière, de Monnet dans le premier plan, ça a été d'abord de reconstruire une offre avec des priorités. Et je rappelle que cette vision long terme, elle a existé.
rappelons-nous, sur le nucléaire, un des problèmes qu'on n'a pas, d'une certaine manière, c'est ahurissant de voir c'est que les gens qui ont construit la première génération des centrales nucléaires, eux, ils avaient vu à très long terme. Donc, on a les emprises. On n'est même pas obligé de... Aujourd'hui, il faudrait exproprier pour aller construire des centrales. Ça serait évidemment très compliqué. Mais il se trouve que les gens des années 70, ils y ont pensé. Donc aujourd'hui, on peut implanter la deuxième génération sur les mêmes emprises parce que ils l'avaient anticipé. Et donc, ce qui est incroyable, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a cette vision qui est totalement court-termiste, qu'on a vu avec la fermeture de Fessenheim, totalement irrationnelle sur le plan technique, sur le plan financier, aucune justification, sinon un espèce d'emballement politique, et on s'est retrouvé avec une balance énergétique complètement déficitaire au moment où on en avait le plus besoin. Donc il faut retrouver cette vision de long terme, et malheureusement, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, elle n'est pas présente, et c'était tout l'intérêt de cette notion de planification. Béatrice Dublin ? Je pense que dans les années 70, on n'avait pas un mouvement écologiste qui pouvait s'opposer à la création d'un certain nombre de centrales nucléaires. C'était un peu après, quand la décision a été prise, c'était pas Creys-Malville. Il faut pas jouer trop sur la chronologie des choses. Donc il n'y avait pas cette même opposition dans lequel le rôle des Verts allemands a joué un rôle très important dans l'influence qu'il y a eu sur les Verts français ensuite dans l'hostilité au nucléaire. Puis après, il y a des rapports de force politique où la gauche a eu besoin des Verts pour pouvoir avoir des majorités et auquel cas on a cédé. Je ne dis pas qu'ils avaient raison, mais c'est un rapport de force politique qui explique comment les choses se sont passées. C'est pas forcément une absence forcément de vision, sans doute court-termiste bien sûr, parce que pour avoir le pouvoir, parfois il faut s'associer avec d'autres. Donc je pense que c'est quand même beaucoup ça. Et ce retour du nucléaire était inattendu. Je veux dire, le conflit ukrainien, il contribue avec une augmentation du coût de l'énergie, mais on n'était pas parti là-dessus. Et quand on ferme Fessenheim, c'est pas seulement la fermeture de Fessenheim qui explique les problèmes de l'ensemble des centrales nucléaires françaises et des difficultés qu'il y a eu. On peut penser que cette année, la situation sera un peu moins tendue dans nos centrales qu'elle ne le fut en 2022. Mais au-delà de ça, moi, il y a quelque chose qui me préoccupe dans cette planification, c'est qu'en fait, le président ne s'est pas vraiment non plus appuyé sur le rôle des collectivités territoriales, le rôle qu'elles pourraient jouer dans cette planification, j'allais dire, au plus près, au niveau des régions. Parce que les collectivités territoriales ne sont pas si endettées que ça. Elles ont quand même la possibilité, elles, d'emprunter. Elles peuvent faire comprendre, je crois, à leur population l'intérêt de ce qu'il y a à faire et qu'ils en tirent des bénéfices peut-être assez rapidement. Je pense que c'est... passé très, très rapidement. C'est vrai qu'il a parlé des budgets verts territoriaux, mais il me semble que ça serait quand même un axe sur lequel on aurait pu travailler un peu plus. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à la présidente du Conseil italienne, Giorgia Meloni, européenne à l'extérieur, réactionnaire à l'intérieur et dont on peut se demander si elle ne dessine pas l'avenir des droites européennes. Le 25 septembre 2022, Fratelli d'Italia, la leader du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, remportait les élections législatives. S'inscrivant dans les pas de son prédécesseur, Mario Draghi, la première femme présidente du Conseil italien a surpris à l'extérieur, rassuré les capitales et lissé son image. Elle a tenu les finances publiques, permettant à l'Italie d'emprunter 100 balles sur les marchés. Malgré les sympathies pro-Poutine chez ses alliés européens, elle s'est rangée dans le camp atlantiste et derrière l'Ukraine. Tenant son rang dans les organisations internationales, celle qui avait durement bataillé contre l'Europe a établi des rapports de confiance avec Ursula von der Leyen, et la leader romaine renvoie ainsi une image de politicienne pragmatique et mesurée, loin des récits la décrivant comme post-fasciste, voire fasciste, posture qui lui permet par exemple de mieux négocier les termes du plan de relance européenne, qui promet à Rome près de 200 milliards d'euros. En décidant de voter en faveur du compromis sur le nouveau pacte sur la migration et l'asile, Giorgia Meloni a passé un autre test d'eurocompatibilité. En se concentrant, comme elle l'a fait,
sur des campagnes sur l'identité en Italie sans les exporter en Europe, la patronne de Fratelli d'Italia a pour l'instant évité de commettre des erreurs et de franchir les lignes rouges de l'Union européenne. Si elle est un exemple pour les droites radicales espagnoles et finlandaises, le Rassemblement national, notamment, tient à s'en distinguer. Conciliante et alignée sur les positions européennes et occidentales en politique étrangère, la dirigeante d'extrême droite se montre en revanche radicale, réactionnaire et identitaire en Italie. Son gouvernement a doublé le nombre de centres de permanence pour les expulsions, facilité les procédures de renvoi, entravé le travail des organisations humanitaires en mer Méditerranée. En échec sur la promesse d'enrayer l'arrivée des migrants, il en est arrivé 130 000 cette année en Italie contre 70 000 à la même époque en 2022. Giorgia Meloni donne des gages aux plus radicaux en durcissant la législation contre la communauté LGBT. Les couples de même sexe n'ont pas accès au mariage, ni à l'adoption, ni à la procréation médicalement assistée. Cet été, les parlementaires italiens ont voté un projet de loi faisant de la gestation pour autrui, interdite en Italie, un crime universel. Et si elle est approuvée par le Sénat, cette mesure permettrait de punir ceux ayant eu recours d'une peine allant jusqu'à 2 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Pour l'heure, l'économie ralentit. Près de 60% des Italiens critiquent l'action gouvernementale sur la question migratoire. Mais Giorgia Meloni résiste dans les sondages. Avec 28% d'intention de vote, Fratelli d'Italia demeure largement le premier parti du pays. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Alors, Giorgia Meloni ont à la fois surpris et rassuré. Parce qu'on avait annoncé, au fond, une héritière d'un mouvement fasciste, un engagement fort qu'elle avait eu quand elle avait dès 15 ans à peu près. Donc, c'était quelqu'un qui avait des convictions, qui semblait avoir des convictions chevillées au corps. Et puis, la voilà qui, au fond, n'est pas europhobe. Bon. Ah, ça, c'est plutôt un bon point. Qui prend Draghi comme conseiller assez régulièrement. Ah, ça, c'est plutôt rassurant. 200 milliards à la clé, ça mérite quand même d'y réfléchir un peu avant de se fâcher avec tout le monde. Qui va bien voir effectivement Orban à Budapest dans une réunion plutôt hostile à l'Europe, mais bon, ça n'amène pas à beaucoup de décisions graves. Donc, il y a une forme de soulagement à voir que Giorgia Meloni, au fond, ne prend pas une direction très, très hostile à l'Europe, et au fond, même pas du tout. Elle semble s'entendre pas si mal que ça avec la présidente de la Commission, qu'elle a déjà rencontrée plusieurs fois, qui s'est rendue à Lampedusa auprès d'elle au moment de cette arrivée massive inattendue et organisée par la Tunisie. Donc, ceci est quand même tout à fait intéressant, qui s'apprête sans doute à voter ce fameux pacte sur l'immigration et l'asile qui est en discussion à Bruxelles depuis extrêmement longtemps, donc d'une certaine façon s'opposant à son soi-disant ami Orban et aux Polonais là-dessus, puisque ce sont les deux qui s'y opposent. Peut-être d'ailleurs que ça changera. Donc, surprenant. Alors, il y a effectivement ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'il faut quand même bien donner des gages. Et les gages qu'elle tient à donner, sont soit dans le domaine de la culture, parce que vous l'avez guère évoqué, Philippe, mais effectivement, on est en train de faire le ménage dans les responsables, directeurs de théâtre, dans un certain nombre de grandes organisations comme ça, et puis sur la société. Des décisions sur lesquelles elle trouve assurément, sans doute, la proportion de gens qui lui assurent cette popularité qu'elle a encore, cette confiance. Je crois que ça tourne autour de 28%. Mais ça ne coûte rien. Je veux dire, ce type de décision qu'elle prend, on peut parfaitement juger scandaleuse et inacceptable, mais ce type de décision qu'elle prend ne met pas en jeu ce qui est une situation économique qui reste extrêmement difficile pour l'Italie. Il est urgentissime que l'argent de l'Europe commence à arriver, parce qu'il est très probable qu'au-delà de la question de l'immigration, que tout le monde, en fait, comprend
qu'elle ne peut pas seule résoudre. Il y a une chose qui est quand même très intéressante là, c'est qu'on commence à dire c'est une affaire qui doit se régler au niveau européen. C'est pas une affaire qui peut se régler au niveau des nations. Et ça, pour elle, et le fait qu'elle le reconnaisse et qu'elle le dise et qu'elle admette qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, et je crois le moyen de s'en sortir sur cette question de l'immigration, j'allais dire grâce à un Salvini qui est soi-disant son allié, responsable de la Ligue, qui lui reste sur une position extrêmement ferme, associée avec Marine Le Pen là-dessus, ce qui, de mon point de vue, sans doute est une erreur. Voilà. Donc, elle est, je crois, beaucoup plus politique qu'on ne l'avait pensé dans un premier temps. François Bujon de l'Étang. Oui, moi je suis d'accord avec cette conclusion et je dirais que Giorgia Meloni, à juger sur un an d'action, est plutôt une bonne nouvelle finalement, parce qu'elle n'est pas tout ce qu'on avait dépeint, elle n'est pas l'anti-européenne avec le couteau entre les dents, elle ne parle pas d'Italexit, elle n'attaque pas l'euro, elle a remisé tout ça complètement et elle donne au contraire tous les signes très politiques d'une entente avec les dirigeants de l'Europe. C'est vrai qu'elle s'entend bien avec Ursula von der Leyen, c'est vrai qu'elle s'entend bien avec la présidente maltaise du Parlement européen et que pour l'instant, le front n'est pas là, il n'est pas à Bruxelles, il est à Lampedusa, le front. Et là-dessus, elle est en difficulté, parce que c'est un point quand même tout à fait essentiel, c'était un point majeur de son programme, elle parlait de blocus naval, elle parlait de mesures à la Salvini, justement, si vous voulez, et aujourd'hui, elle dit qu'elle a regretté de ne pas pouvoir faire mieux en matière d'immigration, et elle reconnaît son échec relatif. Elle reconnaît aussi que c'est un problème européen plus qu'un problème strictement italien, en quoi elle a évidemment raison, et elle a même réussi finalement à faire changer d'attitude le gouvernement français, qui au début l'avait très 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 mal accueilli. Rappelez-vous, le règne, si j'ose dire, de Giorgia Meloni a commencé par un incident avec la France sur un bateau de migrants. Aujourd'hui, on voit au contraire que le président de la République lui témoigne de l'intérêt, l'écoute, bavarde avec elle. Il est allé la voir en allant aux obsèques du président Napolitano il y a quelques jours, et il y a l'esquisse d'une coopération. Donc, pour l'instant, le bilan de sa première année est dans l'ensemble positif. Sur le plan économique, elle a bénéficié quand même de la suite, si vous voulez, la queue de la comète Draghi, puisque le premier semestre a été positif en Italie, le premier semestre 2023, et que la croissance italienne est supérieure à celle de la France ou à celle de l'Allemagne. Alors les choses se détériorent en ce moment, et il va bien entendu falloir prendre des mesures, vous en avez parlé, mais comme on dit si bien, so far so good, comme disent les anglophones, les anglo-saxophones, comme disait un de mes amis. Elle s'en est bien tirée sur le plan économique, elle s'en est bien tirée sur le plan de la politique étrangère, où effectivement, elle a adopté une attitude qui la distingue complètement des extrêmes droites européennes. Elle a pris une attitude anti-russe, pro-ukrainienne, atlantiste, vous avez utilisé ce mot, c'est tout à fait exact, et elle n'a pas fait de remous en politique étrangère, où au contraire, elle donne tous les signes d'un apaisement important. Donc Giorgia Meloni, finalement, c'est très intéressant, elle est en train de se recentrer et de démontrer, en tout cas, un très grand pragmatisme. Elle se recentre, et si vous suivez, comme on peut le faire de loin, les manœuvres au Parlement européen en prévision des prochaines élections, vous voyez qu'elle cherche à rapprocher Fratelli d'Italia du PPE, c'est-à-dire du club, disons, des partis conservateurs. Elle se présente comme conservateur nationaliste. C'est intéressant, d'ailleurs, cette étiquette. Et qu'elle se distingue, cela dit, du coup, de la Ligue de M. Salvini, du Rassemblement national de Mme Le Pen, qui sont dans un autre regroupement. Elle n'inclut pas l'extrême droite dans son positionnement au sein du Parlement européen. Donc je trouve que c'est extrêmement révélateur. Alors il faut voir ce que tout ça va donner, bien entendu. Mais jusqu'à présent, j'observe que les sondages lui restent très favorables et qu'elle a le même taux de popularité au bout d'un an d'activité qu'elle l'avait en commençant, et que 70% des Italiens, dans un dernier sondage, disent qu'ils pensent qu'elle ira au terme de son mandat de 5 ans. Nicolas Bavrez. C'est tout à fait juste. C'est vrai que quand on voit l'arrivée au pouvoir de Madame Meloni, c'était exactement 100 ans après la marche sur Rome de Mussolini. Oui. Et donc, ça avait un effet glaçant. Et
il y avait beaucoup de doutes. Et c'est vrai qu'on a en tout cas sous-estimé son talent politique. Parce que, comme vous l'avez indiqué, elle avait quand même une coalition extrêmement difficile avec deux partenaires qui étaient tout sauf bien intentionnés, qui étaient Silvio Berlusconi et Salvini. Silvio Berlusconi est mort et Salvini est pour l'instant marginalisé. Elle tient sa coalition d'une main de fer, elle est populaire, elle a gagné les élections régionales et donc, contrairement à ce qu'on pense, elle est tout à fait partie, elle est stable au moment où l'Allemagne a une coalition qui est complètement éclatée et divisée, où le Royaume-Uni est parti dans le décor avec le Brexit, et où la France est en majorité relative, et où l'Espagne n'a plus de gouvernement. Oui. Donc, c'est le premier point. L'économie, vous l'avez rappelé, pour l'instant, de toute manière, il n'y a pas d'économie en Europe qui se porte de manière flambante, mais c'est plutôt mieux que les autres. Elle a autour de 1% de croissance, des exportations fortes, un tourisme qui a fait vraiment une saison exceptionnelle. Je rappelle aussi que la dette publique est passée de 155% du PIB en 2020 à 140% en 2023. Donc l'Italie, contrairement à la France, a utilisé l'inflation pour se désendetter. Comme on l'a dit, elle a fait ça avec une grande surprise, c'est-à-dire elle est tout à fait modérée à Bruxelles. Elle a joué le jeu de l'Europe avec à la clé les 192 milliards de subventions. Mais donc, elle le joue sur le plan budgétaire, elle le joue sur le plan de la politique extérieure et elle le joue même aujourd'hui sur l'immigration. Et en revanche, à l'intérieur, c'est vrai que c'est très idéologique. Il y a quand même ce slogan qui, quand on se souvient de ce slogan « Dieu, famille, patrie », qui fait évidemment écho à pour l'Italie, mais aussi pour Vichy en France. Et il y a des mesures quand même très importantes qu'on n'a pas encore évoquées sur l'État-providence, puisque elle a vraiment très fortement contraint le revenu citoyen avec l'idée de remettre tout le monde au travail. Alors, le paradoxe, c'est qu'effectivement, vous l'avez rappelé, l'Italie ne peut pas se sauver seule sur l'immigration, mais l'Italie ne peut pas se sauver seule sur quoi que ce soit. Parce que les problèmes structurels, la démographie qui s'effondre, le fait qu'il y a quand même 2 millions de gens qui sont partis du pays, les problèmes d'éducation, de recherche, de productivité, l'économie souterraine, la mafia, la dette publique, l'éclatement entre le Nord et le Sud, tout ça, ça reste extrêmement présent. Et aujourd'hui, l'Italie ne peut pas trouver des solutions à ces problèmes structurels seule. Elle dépend de l'Union européenne. Et là où je crois qu'il faut effectivement prendre la mesure de l'habileté de Giorgia Meloni, c'est que pour moi, elle est déjà dans l'étape d'après, c'est-à-dire que parce que l'Italie ne peut pas se sauver sans l'Europe, il faut prendre le contrôle de l'Europe. Et donc, elle incarne la politique de l'union des droites, qui a subi un revers en Espagne avec l'échec, mais qu'on va voir revenir parce que force est de constater que Manfred Weber, le patron du PPE, est tout à fait sur cette ligne, que Madame von der Leyen est également alignée, et que cette union des droites, paradoxalement, est servie par le fait que une partie de ces partis qui viennent de l'extrême droite se normalisent et qu'à l'inverse, ils sont dédiabolisés par le fait qu'il y en a d'autres qui, comme Matteo Salvini et la Ligue, comme Orban, comme le Rassemblement national, sont en train de prendre le rôle du diable. Donc, c'est une manœuvre politique dont on va voir comment elle va se déployer dans l'année qui vient, mais qu'à mon avis, il ne faut pas sous-estimer. Donc, c'est pas l'avenir de la droite, même c'est pas l'avenir de la droite, c'est l'avenir de l'Europe, que ces politiques intérieures réactionnaires et dans le domaine social, et dans le domaine des mœurs et dans le domaine culturel, comme l'a rappelé en effet très utilement Béatrice Gibelin, c'est de cette manière que vous voyez, que vous tirez les enseignements ou les
prédiction de la... C'est vrai que le positionnement de Madame Meloni, quand on y réfléchit, c'est plutôt favorable en réalité à l'économie et aux entreprises sur le plan économique. Extrêmement dur sur la sécurité et l'immigration, conservateur sur les valeurs. Ça, c'est un positionnement qui, en tout cas aujourd'hui, incontestablement, trouve un écho dans les opinions. Béatrice Giblet. Je suis moins sûre sur le côté dur avec l'immigration. Des annonces. Hein, si on n'est pas dans le camp de rétention, ça sera 5 000 € et renvoyé. C'est des annonces. Mais des annonces aux actes, dans ce genre de situation, c'est extrêmement difficile. Je rappelle qu'il y avait seulement 493 places qui ont été créées dans les centres de rapatriement. C'est rien par rapport au nombre de gens qui arrivent. Donc, ces annonces-là ne règlent en rien la question de l'immigration. Donc, dur sur l'immigration dans le discours, mais certainement pas dans les faits. Elle a absolument besoin d'une répartition de la population réfugiée sur l'ensemble de l'Europe. Et là, elle tombe en opposition avec une partie de la droite dont elle a besoin pour pouvoir effectivement s'appuyer au cœur de l'Europe. François Bujon de Letton. Oui, donc je voulais simplement dire, je suis d'accord avec Béatrice là-dessus. Il faut évidemment, elle a besoin de l'Europe pour réussir quelque chose. En matière d'immigration, elle ne peut pas le faire seule. Je pense qu'elle est la première à le comprendre et à le réaliser, parce qu'elle comprend bien les choses. Donc je voulais simplement mettre en avant une formule qui a été utilisée par un commentateur italien, dont j'ai oublié le nom, mais qui dit, pour l'instant, l'Italie est un laboratoire de centre droit, dans lequel c'est la droite qui mène la danse. Et je pense que cette formule est exacte, parce que c'est la droite qui la mène. Ce n'est pas l'extrême droite qui est en quelque sorte marginalisée. Et tous les efforts dont j'ai parlé de Giorgia Meloni pour recentrer son parti vont dans ce sens. N'oublions pas que Berlusconi étant mort, effectivement, l'autre parti, Forza Italia, qui est le parti de Berlusconi, va s'émietter complètement et qu'une grande partie des soutiens de Forza Italia vont rejoindre Giorgia Meloni. Ça joue en sa faveur. Donc finalement, si en effet elle dispose de temps et si elle continue à travailler avec une Europe qui est prête à essayer d'aider l'Italie, elle peut réussir. Je vous remercie. Je vous signale que nous sommes maintenant arrivés à la dernière séquence de notre conversation, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en recommandant un roman qui d'ailleurs figure sur la liste des Goncourt. Ce roman est intitulé « Croix de cendre » et il est signé Antoine Senancke. L'intrigue se déroule dans un milieu qui excite les curiosités, le milieu ecclésiastique, sur fond de rivalité entre religieux dominicains et prêtres séculiers au XIVe siècle, le siècle de Maître Eckhart. L'un des héros de ce livre dont l'action se déroule juste après la peste noire qui est également au centre de ce livre et sur la responsabilité du déclenchement de laquelle bien des questions se posent. Antoine Senancke réussit à maîtriser une documentation plus que substantielle. Il peint des personnages auxquels il n'est guère possible de ne pas s'attacher et d'autres, un autre notamment, l'inquisiteur de Toulouse, dont il n'est pas possible de ne pas être effrayé. Et quand Antoine Senancke prend des libertés avec l'histoire, ce sont des libertés fécondes et d'ailleurs logiques et même vraisemblables. On a qualifié son roman de roman épique ou de polar moyenâgeux, ce sont des qualificatifs tout à fait justifiés, mais je leur ajouterais qu'Antoine Senancke est d'abord un écrivain de l'amitié. Ça m'avait frappé dans l'un de ses précédents romans, d'ailleurs intitulé « Que sont nos amis devenus ?», roman que j'avais signalé à nos auditeurs, et c'est encore plus évident dans ce roman-ci, et ça n'est pas le moindre de ses charmes. Je signale aussi, j'ai pris la décision de signaler désormais à nos auditeurs les publications signées par tel ou tel des membres de notre équipe, et je signale donc que Matthias Fekl signe aux éditions Passé Composé le dernier cortège de Fidel Castro, dans lequel il parcourt à l'envers le chemin qui a conduit les Barbudos de Santiago à la Havane, de la Révolution au parti unique. Il place en exergue de son livre cette phrase d'Ivan de la Nuez: « Depuis longtemps, à gauche comme à droite, Cuba est un endroit où l'on vient non pour découvrir la réalité, mais pour confirmer un script. Les paradoxes sont remis à l'arrière-plan et les habitants condamnés à être de simples symboles des préjugés et jugements antérieurs des visiteurs. »
Béatrice Gibelin. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un livre qui est collectif. C'est un collectif qui a pris le nom de Stevenson et qui est Mappa Naturae. C'est le 3e volume sur des cartes. Sur des cartes, oui. Des cartes, non pas Oui. sur René, mais sur Non, des pas cartes sur René, mais géographiques. sur les cartes, c'est-à-dire les cartes qui font rêver. C'est consacré à la géographie physique. Et il y en a une sur la géographie urbaine. Et donc, c'est les océans, les rivières, les montagnes, les déserts, les pôles. Vous naviguez là-dedans et à travers le temps aussi, hein, parce qu'on a des cartes très anciennes. Il y a la première carte météo de Halley, l'homme de la comète de Halley. Il a fait la première carte météo, c'est extrêmement intéressant. C'est très, très beau aussi, ça donne beaucoup à rêver. Et en face, il y a toujours des textes. Ça va de Léonard de Vinci à Kipling. Et cet ouvrage n'est absolument pas fait par des géographes, mais par des philosophes, par des historiens, à mon grand regret. Hein, ce qui prouve encore que les géographes n'ont toujours rien compris et ce qui me désespère. Mais bon, c'est vraiment à diffuser. Et je dirais juste ça, je n'affirme pas qu'il est impossible de tenir une conversation intelligente sans l'aide d'un atlas. Mais je dis que dès que les hommes commencent à parler de quelque chose de vraiment important, il faut que quelqu'un aille chercher l'atlas. Rudyard Kipling. Nicolas Bavrez. Alors passons de la géographie à l'histoire. Je voulais recommander le livre d'Olivier Viviurca, c'est une somme, l'histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment il manquait une histoire totale à cette guerre totale, et je crois que Olivier Viviurca tient ce pari qui était un pari extrêmement ambitieux. On a à la fois tous les fronts, on a toutes les dimensions économiques, sociales, politiques, idéologiques, militaires, stratégiques, évidemment. Et c'est d'une certaine manière l'aboutissement de toute une vie de travail, puisque Olivier Viviurca a travaillé sur la résistance, sur le débarquement. Et ce livre est vraiment, pour moi, non seulement un grand livre d'histoire, mais évidemment, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, c'est une histoire, j'allais dire, qui revient en force. Quand on regarde l'Ukraine, évidemment, il y a les souvenirs de la grande famine organisée par Staline. Et du côté de Poutine, il y a la référence permanente à la Grande Guerre patriotique et l'appellation aberrante que l'Ukraine serait dirigée par des nazis. Donc, malheureusement, c'est une histoire qui trouve des échos considérables dans le présent. François Bujon de l'Étang. J'ai été frappé, comme certainement beaucoup d'autres, mais moi, du fait, bien entendu, que je fais partie de cette corporation, qu'il y a eu une pluie de livres écrits par des diplomates ou d'anciens ambassadeurs, de livres de mémoire, généralement, ou de souvenirs. C'est une épidémie, en réalité, et comme toutes les épidémies, il faut s'en méfier. Mais certains de ces livres sont intéressants quand ils sortent de la catégorie des mémoires. C'est le cas du livre de Xavier Driancourt, qui s'appelle « L'énigme algérienne », chronique d'une ambassade à Alger, et qu'il a publié pendant l'hiver aux éditions de l'Observatoire pendant l'hiver-printemps 2022. C'est un livre qui n'est pas un livre de mémoire, mais qui est plutôt le bilan d'une expérience. Driancourt a été 2 fois ambassadeur en Algérie, à deux périodes assez rapprochées, séparées, je crois, par un intermezzo de 4 ans, simplement. Il a une forte expérience de l'Algérie. Et ce livre est extrêmement intéressant sur l'Algérie, et non pas du tout sur les mémoires de Xavier Driancourt, parce que le diagnostic que pose Xavier Driancourt sur l'Algérie et la façon dont il démontre que le ressentiment anti-français est un fonds de commerce permanent utilisé par les dirigeants algériens, par ce qu'on appelle là-bas le système, qui est effectivement très collectif et très opaque, pour vivre, comme le dirait M. Macron, qui l'a dit une seule fois, mais à juste titre d'une rente mémorielle. Ce diagnostic est implacable et il est démontré fort bien par tous les
chapitres qu'il examine sur le plan de l'immigration, bien entendu, c'est tout à fait évident, et le fait qu'un pays qui critique ouvertement la France, qui s'efforce d'éradiquer l'enseignement du français dans l'enseignement privé, comme ils l'ont annoncé la semaine dernière, vit toujours sur l'accord de 1968 sur l'immigration, lequel a des effets pervers qui ont été amplement démontrés par 5 décennies de pratique. Tout ceci est extrêmement intéressant et mérite qu'on y réfléchisse. Donc voilà un livre véritablement utile sur une expérience qui malheureusement est négative. N'oubliez pas l'émission en public en Suisse le jeudi 12 octobre à la Fondation Yann Michalski à Montrichet entre Genève et Lausanne avec Françoise Fressos, éditorialiste au Monde, David Jays, éditorialiste, essayiste et ancien rapporteur général du Conseil national de la rénovation, et Jean-Jacques Roth, ancien directeur du Temps et aujourd'hui éditorialiste, chroniqueur en tout cas dans ce quotidien. Et puis le 15 octobre à l'École alsacienne, l'émission en public, la traditionnelle émission mensuelle. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée. Je remercie Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire répond à toutes les questions que vous vous posez sur le processus de financement, Mathéo Gillet qui nous a enregistré au studio L'Arrière-Boutique, et puis Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui produisent cette émission. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour le 2e épisode des Badas avec Hugues Gall et dimanche prochain pour un nouvel Esprit public.